Alors, donc, aujourd'hui, je vais vous présenter l'article, c'est un peu l'article Drug Analytics versus Cover Prep for Pharmacopedaal Intelligence. Results for the Ultimate Today. C'est un article écrit par une équipe japonaise qui est en prépublication dans le European Journal of Vascular Surgery. Donc, cet article, les auteurs veulent comparer les résultats entre les statins couverts et les statins actifs pour les lésions fémoro-poplitées plutôt avancées. Comment ils justifient l'étude? Tout simplement par le fait que il y a quand même une assez bonne antériorité sur le Viaban. On sait déjà par rapport à des anciennes études que le Viaban a une assez bonne perméabilité pour les lésions fémoro-poplitées. Et ensuite, au niveau du stent couvert, il y a des études précédentes, notamment qui avaient comparé le stent Eluvia de chez Boston au stent Silver PTX de chez Cook. Et notamment dans l'étude impériale, le Eluvia revenait supérieur au Silver au niveau de la perméabilité primaire. C'est pour ça que dans cette étude, ils veulent comparer le Viaban à l'Eluvia en pratique courante. Donc pour ce faire, ils ont réalisé cette étude, enfin, ils ont recensé des patients qui ont été traités entre août 2012 et novembre 2020 dans 10 centres au Japon. Donc ils ont réussi à avoir un peu de 500 cas de lésions fémoro-poplitées qui ont été traités soit par Eluvia, soit par Viaban. Les critères d'exclusion, c'était les patients qui étaient suivis moins de 3 mois, qui avaient des lésions courtes, qui s'intéressent aux lésions qui sont un peu plus longues, donc les lésions moins de 10 cm étaient exclues. Et lorsque le stent allait au-delà de P3 au niveau poplité, les patients étaient exclus. Donc, quelques petites définitions au niveau des procédures notamment, et dans le choix du matériel et dans le choix de stent, c'était pas codifié, hein. C'est une étude qui est rétrospective, donc ils sont simplement observés. C'était donc à chaque fois à la discrétion de l'opérateur. Idem pour les thérapeutiques pré- et post-opératoires, notamment pour les anti-agrégants plaquettaires. C'était pas codifié, même s'il y a des recommandations sur le sujet. Comme l'étude date de 2012, il n'y avait pas, l'étude, pardon, le recensement a été pris dès 2012. Il n'y avait pas vraiment de consensus sur les antiplaquettaires. La perméabilité primaire, qui est le critère de recrutement principal, était évaluée au Doppler et notamment surtout c'est la perte de perméabilité primaire qui est évaluée au Doppler lorsque les pics de vitesse historique sont supérieurs à 2,4 mètres par seconde. Les patients étaient suivis avec des IPS qui étaient pris en pré, en post et après tous les 3 mois post-opératoire. Et lorsqu'il y avait un différentiel de 0,15 au niveau des IPS en post-opératoire, c'est à ce moment-là qu'il y avait le Doppler pour réévaluer les vitesses. Donc le critère de principal, j'en ai parlé, c'est la perte de perméabilité primaire. Et après, de nombreux critères secondaires, comme les récidives cliniques, les ischémies aiguës, les thromboses de stent, les amputations majeures, les conversions chirurgicales, etc. Alors, dans les résultats, ils ont recensé 293 gens qui avaient eu un Viaban et 200 gens qui avaient eu un Eluvia. Ils avaient des médianes de suivi environ de 1 an, avec une longueur moyenne de lésion plutôt longue, finalement, avec 23 cm, et le taux d'occlusion des artères, on est en 14%. Au niveau des caractéristiques des patients, je vous ai mis, j'ai mis que quelques lignes du long tableau, simplement sur des caractéristiques qui étaient non équivalentes, si je puis dire, entre les deux groupes. En fait, je me rends compte que la biologie ne sent pas, mais en gros, la colonne de gauche, c'est correspond au Viaban. La colonne juste après, c'est le Eluvia. Et ensuite, c'est le typé. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est dans les occlusions chroniques totales, il y a plus de Viaban qui sont posés, 227 Viaban, qui représentent 77,5%, alors que dans les Eluvia, il y en a 64%. Idem pour les occlusions
plus longue, plus de 10 cm à chaque fois. Le Viaban est plus souvent posé. Et ce qui est intéressant, c'est aussi la dernière ligne, c'est-à-dire que dans les prédilatations, préparer l'artère, lorsqu'il y avait un Viaban qui était posé, il n'y avait que 12% de prédilatation, ce qui est quand même plus faible, mais ça, j'en reparle un peu plus dans la discussion. Ça, c'est les caractéristiques des stènes qui étaient mis. Donc, on voit que le Viaban vont d'un diamètre de 5 à 8 mm, alors que pour le stent Eluvia, ils avaient que le 6 et 7 mm. C'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête pour les résultats qu'ils ont eu dans l'étude. Ensuite, donc voilà, sur le critère de jugement principal, qui est le taux de perméabilité primaire, ce qu'on voit, c'est qu'il y a à 2 ans en tout cas, il y a un petit plus pour le stent Eluvia, même si ça ne revient pas du tout, la différence n'est pas significative. Donc, pour le perméabilité primaire, pas de différence significative. Ensuite, lorsqu'on regarde les critères de jugement secondaire, notamment lorsqu'il y a des lésions qui se reforment et qui sont parlant cliniquement et les thromboses de stent qui se traduisent par une ischémie aiguë, on se rend compte qu'à chaque fois, le Viaban fait moins bien, c'est-à-dire que dès qu'il y a une complication, la complication elle est plus grave avec le Viaban. Là, c'est en fait sur les graphiques, c'est Freedom From, c'est libre ou deux, donc c'est inversé les points. Si on veut. Et dernier point dans les analyses de sous-groupe, la chose qui ressort encore, c'est sur la longueur. Finalement, on dit que la perméabilité primaire, il n'y a pas de différence, mais quand ils font des analyses de sous-groupe par rapport à la longueur du stent, ils se rendent compte que pour les lésions qui font 15 cm ou moins, pour le coup, là, Eluvia fait mieux que Viaban. Et c'est significatif, c'est le seul finalement, c'est le seul critère qui est meilleur pour Eluvia que pour Viaban. Donc, en conclusion de l'étude, il faut retenir de cette étude, c'est qu'au niveau de la perméabilité primaire, il n'y a pas vraiment de différence, pas de vraie différence significative entre Eluvia et Viaban, sauf pour les lésions qui font moins de 15 cm, où Eluvia serait un peu meilleur que Viaban. Et surtout, c'est quand il y a quand il y a une neurosténose, elle est souvent plus parlante avec les stents Viaban. Au niveau de la discussion, donc dans la littérature, qu'est-ce qui s'était fait auparavant? La perméabilité des Viaban à 1 an était évaluée à 71 et 88% dans des études précédentes pour des lésions finalement à peu près de la même longueur que ce qui a été traité dans cette étude, puisque c'est entre 19 et 26 cm. Dans cette étude, la moyenne des longueurs traitées était de 23 cm. Qu'ils avaient également montré que le Viaban avait des taux de perméabilité comparables entre les pontages fémoro-poplités aussi. Il y avait aussi une étude au Japon où le taux de perméabilité primaire du Viaban, pour le coup, était supérieur aux Zibber. À l'inverse, dans l'étude impériale, l'Eluvia était supérieur aux Zibber aussi dans un essai contrôlé randomisé, ce coup-ci. Et enfin, il y a une étude qui avait montré le taux de perméabilité primaire de l'Eluvia qui était à 87% à 1 an et 72% à 2 ans, ce qui est finalement à peu près comparable à ce qui a été vu dans cette étude, au niveau des taux de perméabilité primaire de l'Eluvia. Ensuite, pour l'étude en tant que telle, les limitations de l'étude, c'est que ça reste une étude rétrospective non randomisée, les interventions n'étaient pas codifiées bien. Il n'y avait pas de protocole à respecter, donc le choix des stents et des matériels restait à la discrétion de l'opérateur. Également la thérapeutique anti-agrégation plaquettaire, qui peut avoir notamment un rôle dans la préparation préopératoire et aussi dans le post-opératoire. Qui avait aussi des tailles de stent, comme on l'a vu sur la précédente diapositive, les tailles de stent étaient inégales, c'est-à-dire que le Viaban il avait du 5 mm ou 8 mm, alors que le stent Eluvia pouvait s'étendre que sur du 7 et du 6 mm.
Et enfin, un dernier point, c'est que le stent Egulia est arrivé sur le marché 2 ans après le Viabal. Et ces 2 ans, dans leur, comment dire, dans leur, dans la, dans, je dirais que ces 2 ans sont leur étude commence à partir de 2012. Et à partir de 2012, en 2012, il n'y avait que des Viabal qui étaient posés, il n'y avait pas de Viabal, et Egulia n'était pas encore sur le marché. Et donc, ce qu'il dit, c'est que il y a notamment la préparation du vaisseau, où c'était pas encore, à l'époque, c'était pas codifié, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait faire, ça améliorait les pénalités. Et donc, ça peut être en défaveur du diabète, ça, comme on l'a vu, le diabète avait beaucoup moins de prédilatation avant pause. Et enfin, l'expertise de l'opérateur, c'est-à-dire que dans les premières années du recueil de données, c'était entre les premières années et les dernières années, il y a sûrement une meilleure expertise de l'opérateur qui permet peut-être une meilleure perméabilité euh, primaire des stents. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Des remarques, des questions. On sait dans quel cas ça a été posé ou pas? C'est un disque inutile, des clés de traitement. Non, c'est pas c'est toutes les lésions fémoro-poplitées de longueur de plus de 10 cm, en gros, qui s'étendent de la fémorale superficielle à la poplité en gros rétroarticulaire. Quel nombre d'artères en disque? Non, c'est pas du tout précisé. Non, on ne sait pas sur quoi c'est. Même ce qui est pas précisé aussi, c'est qu'on ne sait pas s'il y a eu un gel sur la fémorale et ensuite un gel sur les vagues de jambes. Ça aussi, ça. Finalement, on ne peut pas en sortir grand-chose. Si ce n'est que ce qui se retrouve dans la littérature, c'est que le thrombose de diamètre peut avoir plus de, pas assez souvent plus symptomatique que le thrombose de stent couvert, mais après, globalement, surtout sur le régime d'anti-agrégation, je pensais pas s'il y avait des anticoagulants oraux dans Non, voilà. Tout ça, tout ça n'a pas été répertorié. Parce que ça impacte quand même les suites aussi. Ouais. Et c'était que des lésions occlusives, il n'y avait pas de lésions ectasiques, de nourrissement associées. Non, c'était pas des pathologies avec la pathologie occlusive. C'était que pour traiter la pathologie occlusive. Occlusive. Dans la discussion, il parle de lésions éventuellement inflammatoires induites par les stents au niveau de la fémorale superficielle ou pas? Pour les complications? Oui. Non. D'autres remarques? C'est un registre rétrospectif. Il y a quand même de grosses différences entre les deux groupes en termes de. Initialement? Ouais. Mais après, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est pour ce que j'ai voulu dire. Ils sont appareillés. Exactement. Ils ont appareillé. Donc, les résultats. Les résultats sont indiqués. Parce que les résultats sont très appareillés sur quoi? Sur la longueur, le type de lésion? Ils sont appareillés mais s'ils sont pas appareillés sur, je sais pas, sur un matching, mais on sait pas vraiment sur quoi. Je sais pas vraiment, je n'ai pas réussi à comprendre vraiment s'il y avait un truc en particulier. Si c'est juste pour diminuer les différences qu'il y a initialement entre les groupes. Normalement, ils doivent donner une liste de critères et ils apparissent sur cette liste de critères. C'est-à-dire qu'ils prennent des patients qui sont similaires. Parce que la grosse différence, effectivement, c'est sur les longueurs. Les longueurs, on va dire, les vannes sont nettement plus importantes. Avec les appareillements, je sais pas, voilà ça. Une fois que c'est appareillé, en gros, il y a ce retour avec 109 patients en chaque. Donc c'est là où on voit l'appareillement, et que tu passes de 200-300 patients par groupe à 109 patients par groupe. Là, effectivement, je n'avais pas vu le nombre de chiffres. L'appareillement, il apparaît là. Donc là, on a des groupes qui sont considérés comme qui sont censés être comparables. Ouais. Est-ce que tu peux revenir sur la partie? Alors là, il y a un point essentiel, c'est la différence entre les deux stents, c'est deux choses différentes. Il y a un stent qui existe en très grande longueur et en 5 mm, alors que le UVA, c'est 12 cm max et c'est du 6 ou du 7. Comme les Viaban aussi, c'est quand 5, 10, 15, 20. Ouais. Il n'y a pas de 25 là, c'est ouais, c'est vrai que. Les longueurs sont pas les mêmes. Il y a un truc très intéressant, c'est sur les données techniques. La préparation du vaisseau. Celle-là? Ouais. Alors celle-là, justement, c'est avant le braillement. C'est avant le braillement. Mais Ben, c'est intéressant parce que tu l'as très bien dit dans la discussion. En 2012, quand la question de la préparation, ça se faisait pas du tout. C'est quelque chose qui est apparu en partir de 2014-2015 avec les ballons actifs. Et on s'est rendu compte que ça aidait. Alors, les gens ont commencé à préparer pour les ballons actifs.
Ensuite, c'est rentré pour les stades. Mais à l'époque, voilà, c'est la préparation, les gens ne la faisaient pas à 12% pour dire. Là, c'est un ballonnement pliant. Un ballonnement, Oui, c'est tout, oui, c'est clair. Et puis maintenant, je pense que quand on voit les études, c'est 90% de préparation. Après, peut-être qu'avec le diamant, c'est vrai que c'est un, comme les systèmes découverts, les gens ont l'impression de se dire, bon, je peux dilater à fond après, je risque pas de rentrer l'artère. Peut-être passer d'une préparation, c'est pas une bonne chose, hein. C'est vrai qu'on dit, j'y vais, je peux y aller. parce que là, tu fais dilatation avec un ballonnement compliant 10% à 40%. Est-ce que ça veut dire que le reste, c'est avec un ballon pliant? Non, le reste, c'est Donc, tu fais pas de préparation. pas préparé. Le reste, c'est pas préparé. Après, l'autre argument pour pas préparer aussi avec le diamant, effectivement, c'est parfois, on en parlait hier, c'est parfois dans un contexte aussi traumatique. Où on a envie de lâcher le envie d'emboliser. voilà, afin d'éviter toute embolisation. C'est vrai que c'est aussi une indication qu'intuitivement, on utilise quand même le diamètre dans ces indications. Après, si on revient sur ta discussion, tout ça, c'est assez cohérent quand même, malgré tout. Il y a beaucoup de biais dans cette étude-là. Mais par rapport à la littérature précédente, c'est quand même assez cohérent parce que l'étude que tu cites, la priorité dans le diabète, c'est Viper, en fait, c'est publié par Lanner, et en fait, qui ne retrouvait pas cette étude, il randomisait qui comparait stent couvert versus stent tenu. Il n'y avait pas de différence, en fait, sauf pour les lésions de pleurie. À partir de 20 cm, on retrouvait une différence en faveur du diabète par rapport au stent tenu. Effectivement, diabète supérieur aux Zilver, bon, ça c'est OK. Comme les biais supérieurs aux Zilver, on retrouve la question diabète linéaire, c'est plus pertinent. Peut-être le point intéressant, c'est qu'on a vraiment des lésions longues. Le 23 cm, c'est vraiment des lésions longues. Ouais. C'est ce qui aussi, ça rentre aussi ça peut rentrer dans un biais d'étude, quoi. C'est des lésions qui sont très longues. Alors, par contre, perméabilité via BAM, montage pop, c'est une étude randomisée qui est publiée par Michel en 2019, et une étude de sécurité et d'efficacité qui nous retrouve, enfin, qui est une étude où ils n'ont pas réussi à inclure tous les patients, et qui était plutôt en faveur du diabète par rapport à la chirurgie, avec des taux de probabilité à peu près équivalents. Ok. Bon. À propos, on a l'ouverture d'une étude d'un registre sur le web la semaine prochaine, je crois. Un registre européen. Bon, merci beaucoup.